Ailleurs dans le monde. Ailleurs dans le monde, le magazine hebdomadaire de Radio Côte d'Ivoire. Pour décrypter, analyser et débattre des grands sujets sur l'actualité internationale avec des spécialistes. Ailleurs dans le monde, la tribune pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Ailleurs dans le monde, tous les dimanches de 9h05 à 10h. Sur Radio Côte d'Ivoire. Présentation, Fatim Djedje. Bonjour à tous et bienvenue dans Ailleurs dans le monde pour ce numéro spécial des hors-séries de l'été. Je suis accompagnée de ces charmants messieurs que vous connaissez très bien, chers auditeurs. Il s'agit du docteur William Ablonon, politologue. Bonjour. Bonjour, chers auditeurs. Bonjour, Fatim. Du docteur Lil Nikes Nielbin, sociologue. Bonjour. Bonjour, Fatim. Merci pour le compliment. Bonjour aux auditeurs. Et de Thomas Guessambi, journaliste. Bonjour, Thomas. Bonjour, Fatim. Alors oui, ils ont l'air surpris par ce compliment. Surtout que vous êtes très avant en compliment. On le prend, ça nous va droit au cœur. Les pays occidentaux sont confrontés à l'émergence dans plusieurs grands pays d'un nouveau modèle politique concurrent de la démocratie qui les place face à leurs faiblesses et peut-être aussi leurs propres contradictions. Alors, qui sont les nouveaux hommes forts de l'échiquier géopolitique? Quel est leur style et leur vision du monde? Haïs par l'Occident, pourquoi sont-ils tant aimés par leur population? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre dans l'émission. En 1992, un an après la chute de l'URSS, Francis Fukuyama affirmait dans son célèbre livre « La fin de l'histoire et le dernier homme » que, débarrassée du communisme, la démocratie libérale restait le seul modèle politique et idéologique ayant un avenir dans le monde. Le philosophe américain s'est trompé sur 3 points. Premièrement, les conflits ethniques dans les Balkans et en Afrique nous ont appris que de grands chocs géopolitiques pouvaient avoir lieu et de terribles massacres être commis sans que 2 idéologies opposées soient en lice. On a compris aussi que l'identité, l'appartenance ethnique, la différence religieuse restent de puissants vecteurs de tension. Deuxièmement, l'idéologie islamiste n'a cessé de se développer et mène une lutte à mort contre le modèle démocratique. Et troisièmement, de grands pays non occidentaux, parfois dits émergents, sont en train de forger une forme politique nouvelle, concurrente de la démocratie. En Chine, en Iran, en Turquie, aux Philippines, en Indonésie, dans les Caraïbes et en Amérique du Sud. Les exemples sont légion. Ce sont les mots de Renaud Girard dans un excellent article du Figaro. Mais messieurs, on va rappeler que nous, c'est une problématique qu'on a souvent posée dans nos différents débats, bien avant même la sortie du livre de BHL qui parle du même sujet. A-t-on changé de paradigme? Alors, Docteur Ablonon. D'abord, quand Fukuyama disait la fin de l'histoire, il s'inscrivait un peu dans une perspective ancienne et plutôt hegelienne qui pensait que l'Occident était, ou du moins la pensée était occidentale, donc européenne, et qu'il était impossible aux autres parties de l'humanité de produire une forme de pensée concurrente. Et de ce point de vue, Fukuyama en tire la conclusion que la démocratie était devenue ce qu'il appelle lui-même l'horizon politique. Donc, on ne peut pas penser à autre chose au-delà de la démocratie. La démocratie constituait la fin de la pensée politique et de l'idéologie politique. Donc, à partir de la victoire de la démocratie, à partir de la victoire de l'Occident, donc du modèle démocratique libéral occidental sur le modèle communiste, il n'y avait plus une possibilité que l'on puisse inventer autre chose au-delà de la démocratie. Peut-être qu'il n'a pas tort. Peut-être qu'il n'a pas tort, mais ce qu'il n'a pas bien pensé, c'est que la démocratie au sein en elle-même pouvait connaître une forte mutation. Et c'est peut-être à ça que nous assistons aujourd'hui. Si la démocratie est posée désormais comme l'horizon idéologique, c'est-à-dire que personne ne sait plus ce qu'on appelle démocratie, parce qu'on peut tout y mettre, parce que c'est ça l'effet d'un concept englobant ou d'un concept fourre-tout. Donc, c'est qu'on ne sait plus ce qu'est vraiment la démocratie, et alors, ceci ouvre la possibilité à toutes les formes de mutation.
Et c'est ça qu'on n'a pas pensé, ou du moins c'est à ça que lui-même n'a pas beaucoup réfléchi, sans doute. Mais ce qui est intéressant pour nous dans le cadre c'est de se demander au fond, est-ce que la démocratie, telle qu'elle est entendue, pensée à ses origines, reste aujourd'hui la même chose? Est-ce que la démocratie est vraiment l'horizon ou est-ce qu'elle est compatible avec ce que nous voyons aujourd'hui comme les acteurs qui émergent et qui sont les plus adulés et qui eux-mêmes revendiquent le système démocratique de leurs organisations politiques? N'allez pas dire à Poutine que la Russie n'est pas une démocratie. N'allez pas dire à Erdogan que la Turquie n'est pas une démocratie. Donc, tout le monde revendique la démocratie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la démocratie aujourd'hui peut être adaptable. Elle peut être réadaptée. Mais est-ce que nous sommes encore dans la démocratie? Oui. Docteur, éclairez-nous sur cette définition de la démocratie. Comment on peut l'entendre? Parce qu'on a sa fameuse phrase de Lincoln, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Mais encore. Pour nous, partout où il y a une communauté humaine, d'un groupe humain, la nécessité de réguler la vie commune s'impose. Puisque l'Afrique est le berceau de l'humanité, nous sommes donc les ancêtres de la démocratie. C'est pas pour rien que Platon, c'est à la faveur de ses séjours en Égypte qu'il est venu à la démocratie pendant que toute l'Europe de cette période-là s'entretuait. Parce que la question de l'harmonie sociale précède toujours celle de la démocratie. C'est pour ça qu'à un moment donné, on dit la majorité, le vote. Parce qu'on s'est dit que quand nous tous nous allons nous entendre, un gentleman agreement de la majorité peut nous amener à l'harmonie sociale. Et si nous partons de ce point de vue-là, nous allons nous rendre compte que quand on demande un homme fort, on le demandera pour qu'il règne l'harmonie. Quand il y a trop de divisions, en fait, ce sont des moments. Quand il y a trop de désordre, parce qu'il y a trop de petites rivalités, qu'il y a trop de petites démocraties, et on ne sait plus qui va s'imposer à l'autre parce que chacun se prévaut d'une certaine démocratie, d'une certaine légitimité, d'une certaine majorité, alors peut-être souvent émerge un homme fort qui vient mettre tout le monde d'accord. À un moment donné, on dit qu'il y a trop de tyrannie, les gens n'arrivent plus à respirer, à penser par eux-mêmes, à se libérer, à parler, à dire ce qu'ils veulent, et automatiquement, les gens se révoltent encore. C'est-à-dire, ce sont des moments de l'histoire. Nous nous sommes surpris qu'à un moment donné, l'Europe en fasse l'apanage d'une pensée achevée, une certaine rationalité. Non, l'homme a toujours, même si vous prenez n'importe quel foyer, dans l'endroit le plus reculé de la terre, même si vous le mettez au niveau d'une famille, l'homme, la femme, on va toujours être entre démocratie et tyrannie. L'homme, ça a toujours été le mode de gouvernance des hommes entre eux. À un moment donné, l'ethnocentrisme ayant triomphé à travers la colonisation, le siècle des Lumières, ils ont hiérarchisé, ils ont, comme le faisait Auguste Comte, la loi des 3 États. Toutes les sociétés sont obligées de passer par les mêmes États, un État théologique, un État métaphysique et un État scientifique. Ce qui les arrangeait, puisqu'ils étaient déjà à l'État scientifique, consacré par Montesquieu, l'esprit des lois, etc. Donc nous tous, on devait les suivre dans ce sens. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte que la société se reconstitue toujours à l'identique par rapport à ces contradictions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on dit démocratie, si vous voulez le vote, tout le monde en fera. Mais quels sont les process? Ouais, alors, peut-être pour mieux comprendre, là, l'exemple qu'on donne, c'est vrai qu'il est à la base occidentale, européen. Eux, ils avaient ce besoin démocratique peut-être à cause de ce passé monarchique naturellement, dur, et aussi du côté des tribus, les Gauls, les Visigoths du Moyen-Âge. Donc ça correspondait peut-être à leur schéma historique. Exactement, leur schéma historique, leur schéma géographique et leur schéma atmosphérique. Parce que leur climat était très hostile. Donc, le peu qu'on avait, fallait vraiment mettre des territoires, fallait mettre un drapeau, fallait mettre des remparts, fallait s'entretuer. Ils n'ont jamais eu un climat clément. Donc, ils étaient obligés d'être des barbares dans l'âme. Donc, la pacification était obligée d'être basée sur un consensus réfléchi, déposé dans une constitution, etc., etc. Alors que le cas de l'Afrique, on avait à manger partout, on allait, on venait. La famille était redéfinie de manière beaucoup plus clanique, mais pas forcément de manière des liens de sang. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est ce que Montesquieu a décrit en parlant, en expliquant comment est-ce que le climat impacte énormément les configurations sociales. Mais à un moment donné, et comme il a dit, le mercantilisme, l'argent ayant pris le pas, tous ceux qui en avaient ou la technologie ont pensé qu'ils avaient une mission
de civilisation de la terre entière. Ils n'ont pas compris qu'en général, une société, ce sont des choix. Voilà pourquoi, quand deux sociétés se côtoient, il y a le choix. Soit c'est le diffusionnisme, ce que les autres pratiquaient avant. On est côte à côte, on se regarde, il est gourou, moi je suis tagbana. Moi je pense qu'il y a de meilleurs chez lui, que je crois meilleurs. Et on peut fonctionner de manière pacifique. Les Blancs sont venus nous dire que tout ce qui est autre, tout ce qui n'est pas le même, tout ce qui n'est pas l'identique, tout ce qui est autre, autrui, altère, est automatiquement dangereux. Voilà comment ils ont réduit, et c'est pour ça que déjà dans les années 92, que vous dites, avec les Fukuyama, on leur expliquait que la pensée unique était plus dangereuse, parce que c'est dans la pluralité que l'homme est intelligent. Mais quand on fait du tout libéralisme, la chute de l'URSS, les gens ont applaudi, mais nous on a trouvé ça dangereux, parce qu'à un moment donné, si tout le monde est condamné, c'est-à-dire que vous avez fait du libéralisme mode chinois, du libéralisme mode... Mais le peuple ne gagne pas forcément là-dedans. Thomas Guissambi, la démocratie, est-ce, encore une fois, pour reprendre les propos de Lincoln, peut-être pas le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, mais est-ce un signe, une garantie pour le bien-être des populations, d'avoir à sa tête un pouvoir démocratique? Est-ce la base, j'ai envie de vous dire? Oui. Un préalable. Si vous voulez, la définition que vous donnez est la meilleure, ou si vous voulez, la consensuelle, à l'image peut-être d'une loi qui dit voici ce qui est bien pour le fonctionnement dans la société, mais certains vont avoir un goût assez élevé de la violation de cette loi-là qui devait régir, je vais dire, la vie en société. Mais la démocratie, moi, me fait penser à notre vie de gamin où dans le groupe, il y avait le plus âgé et... c'est lui qui organisait les tournois de football. Nous étions tout petits. Il était le meneur, on le suivait. Donc, si vous voulez, par la mobilisation qu'il va faire autour de lui, on va dire, il y a la démocratie. Ici, en termes de voix, on parle de Vox Populi. Ensuite, c'est lui qui organise le tournoi. Il est le plus grand, le plus fort. Il veut que tout le monde lui dise que c'est lui le meilleur joueur. Si vous l'attaquez, il va vous bastonner. Si vous le bloquez, ensuite, quand il finit, il remporte le trophée et vous devez l'applaudir et vous le suivez. C'est exactement ce que nous vivons ici, dans ce monde, où il y a des gens qui organisent. Ils veulent qu'on voit à travers leurs yeux, alors que chacun a des yeux. Ils veulent être vus comme eux, ils souhaitent être vus, c'est-à-dire qu'il a porté une chemise blanche, lui dit je veux que cette chemise soit bleue. Si j'avais le modèle bleu, vous là, sachez que je suis en bleu parce que je suis le plus fort et si je ne suis pas en bleu, et malheureusement, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité, au point que, bon, après, les grands philosophes, les grands penseurs sont allés dans des questions d'idéologie, mais qui ont montré leurs limites à travers ceux que vous citez. Donald Trump, à travers ceux que vous citez, tous ces leaders que vous citez, qui à un moment donné ont dit, nous étions dans un vaste rêve, dans un vaste sommeil profond, réveillons-nous. La vie sur cette terre est une question du plus fort à un certain moment donné. Donc, moi, le président turc, je ne vais pas m'embarrasser de fioritures. Je sais très bien qui est mon ennemi, c'est Gouren. Je sais avec qui il traite. Donc, celui qui est avec mon ennemi, c'est terminé à partir d'aujourd'hui. Il n'est plus mon ami. Je m'oriente en fonction de mes intérêts. Donc, c'est ça. Ce n'est même pas une question de démocratie, c'est en fonction de mes intérêts. Mais restons sur la démocratie, parce que peut-être l'un des problèmes avec ça, je vous pose la question, peut-être l'un des problèmes avec la démocratie, c'est qu'elle est représentative. Parce que là, l'exemple que vous nous donniez, c'est vrai que c'est censé être le peuple qui s'exprime, mais souvent ce sont les partis politiques ou les autres intérêts. Mais elle est représentative. Est-ce que c'est pas ça la limite dont découlent beaucoup de dérives qui font que ceux qui sont censés mais nous malheureusement, souvent, une caste, cette représentativité est construite. Malheureusement. En fait, mais elle est surtout maintenue. Je prendrai 30 secondes. Quand je dis qu'elle est construite, logiquement, on dit le député est l'émanation du peuple, c'est-à-dire qu'il est le porte-parole. Mais comment se fait la désignation de ce député-là? Mais il est élu. Oui, comment s'organise cette élection? C'est la tricherie. Donc, si vous voulez, officiellement, à l'hémicycle, il représente sa circonscription. Mais est-ce qu'il a été véritablement élu par la circonscription? C'est là le problème. Il a été élu par la tantine. Non, en fait, je pense que on ne regarde pas suffisamment l'histoire de la démocratie.
Parce que d'abord, vous avez Abraham Lincoln dit c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Les faits ont déjà démenti la troisième partie. Ça n'a jamais été pour le peuple. Maintenant, les faits sont en train de démentir le reste par le peuple. Ce n'est pas par le peuple. Alors, mais pourquoi? Donc c'est pour le peuple seulement. Il subit. Non, le peuple. C'est du peuple. Du peuple par le peuple pour le peuple. Ouais. Pour c'est fini. Donc du par peuple. est fini, Mais là, du mais si peuple. les représentatifs non Maintenant- plus, il n'y a pas le peuple. Non, justement. Alors, en fait, nous remontons un peu aux origines. On a toujours cru que la démocratie, c'était un régime idéal dans lequel tout est beau, le citoyen est roi, le peuple, etc., etc. Et on oublie que même dans la Grèce antique, où la démocratie est apparue, c'est cette Grèce antique qui a condamné Socrate. Et c'est pourquoi les grands philosophes, Platon et Aristote, n'ont jamais été des démocrates. C'est cette démocratie qui a amené des tueries dans la Grèce antique avec le pouvoir des tyrans qui a vu Et il n'avait que quatre villes qui étaient considérées comme des citoyens. Oui, Voilà. et puis qui étaient les citoyens? Il n'y avait pas Justement. les femmes, il n'y avait La pas les qualité. éméthèques, il n'y avait pas... Bon, Très bien. on savait que Quatre villes. c'était Voilà. très limité. Grec. Donc, Terre. justement, c'est le deuxième point que j'allais aborder. Cette démocratie n'a jamais été celle par le peuple, puisque c'était pas une partie du peuple. Donc, la Révolution française se saisit de la démocratie, je crois, 24 siècles après, et puis va la propager dans l'Europe et dans tout l'Occident, comme si, à un moment donné, on avait pu rétablir le lien avec cette origine-là, au point où certains pensaient que la démocratie a peut-être évolué, mais qu'elle n'a jamais changé. Peut-être. Mais au fond, ce qui est intéressant et qu'il faut retenir dans la définition, c'est qu'au moins, nous sommes d'accord sur l'existence d'un pouvoir. Et que nous pensons que le peuple a un rôle à jouer dans ce pouvoir. Et c'est tout ce qui, pour ma part, c'est ce qui relève aujourd'hui de ce qu'on peut appeler les fondamentaux de la démocratie. Mais comment est-ce que ce rôle du peuple est déterminé? Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment d'éléments pour dire comment est-ce que le peuple joue ce rôle-là. Parce que lorsque nous prenons même ce qu'on appelle les meilleures démocraties aux États-Unis, nous parlions dans une émission ici, nous avons parlé du rôle des réseaux sociaux, du rôle des GAFA. Mais ces fabricants d'opinion publique, ils sont aussi des fabricants d'électeurs. C'est des gens qui conditionnent le vote, même dans les sociétés les plus éclairées, nous dit-on, ou dans les plus civilisées, ou dans les plus démocratiques. Vous pensez que c'est le pouvoir, c'est le peuple qui choisit ses dirigeants? Vous avez déjà vu ce paradoxe où, dans un pays où vous avez une majorité analphabète ou une majorité de pauvres, les présidents sont toujours des gens immensément riches. Ils n'ont jamais été à l'image du peuple. Parce que si c'est le peuple qui choisit, normalement, ça doit être une reproduction du peuple. Ça doit être des gens qui ont quelque chose du peuple. Mais ces gens-là, aujourd'hui, n'ont rien du peuple. Ils viennent acheter le peuple. Donc, la participation du peuple au pouvoir reste aujourd'hui à être définie. Et c'est pourquoi ne nous étonnons pas que ceux qui dirigent le peuple aujourd'hui soient des gens dont les caractéristiques peuvent nous inquiéter. Donc, Dr Lille, on a idéalisé la démocratie? Oui, c'est un idéal, ça a toujours été un idéal. À un moment donné, puisqu'il dit que la démocratie vient de l'Afrique, il a été démontré anciennement que même quand avec les votes, les gens n'étaient toujours pas satisfaits, on jetait des bâtons en l'air ou bien on prenait des bâtons, des cours, des moyens, et celui qui tirait, on se remettait au sort. C'est-à-dire que c'est un souci, c'est un idéal, oui. On se dit que l'homme, dès qu'on donne le pouvoir à un autre humain, il a tendance à en abuser. Et vous le voyez, même ceux qui se disent les plus modernes, les plus grands dépositaires, que ce soit Trump, que ce soit Macron, il y a toujours des tendances à l'abus. L'homme est ainsi fait. Quand vous lui donnez du pouvoir, il pousse chaque fois pour voir si jusqu'à l'étendue de son pouvoir. Voilà pourquoi il y a peut-être un jeu. Aujourd'hui, si vous regardez la constante, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est difficile de dire à un pays qui n'est pas démocratique, tout le monde organise des votes.
le seul rendez-vous avec le peuple, ce sont les élections truquées. Truquées pas forcément que le meilleur perde, mais c'est de dire que le peuple, l'offre d'élite qu'on lui... Oui. Voilà, l'offre est pipée au départ. Pas plus tard que hier, j'étais quelque part dans une discussion et les gens ont dit non, de toute façon, c'est vous qui devez commander. Sous-entendu ce qu'il disait tout à l'heure, dès que vous êtes lettré, automatiquement, vous devez être au pouvoir. Mais ce n'est plus une démocratie, puisqu'il est démontré qu'il y a plus d'analphabètes que de lettrés. Ça s'appelle l'aristocratie, c'est les meilleurs d'entre nous. Oui, mais c'est pas les meilleurs. Mais nous sommes 60% à être malheureux. Mais donnez-nous le pouvoir, parce que si 60% des gens sont heureux, c'est mieux que 5% qui sont heureux. On est tous d'accord si nous sommes humains. La majorité, la fameuse majorité dont nous parlons, ce sont les 60% d'analphabètes qui souffrent. Mais pourquoi quelqu'un ne serait pas issu de leur rang, qui connaît bien leurs problèmes pour venir les régler? Oui. Mais on va lui dire non, mais lui n'a pas fait du droit, il n'a pas fait Sciences Po, il ne peut pas lire la Constitution. Mais à partir de ce moment, ça devient un leurre, ça devient une fiction. Et c'est ce que Merton a écrit, ça devient un pouvoir d'élite. Voyez-vous? Oui. Et c'est ça qui est dangereux. Alors que si nous revenons aux fondamentaux de la démocratie, parce que tout vient du peuple, le travail, le labeur. Parce que c'est ça que Marx nous disait que l'histoire des peuples a toujours été celle du matérialisme historique, de la lutte des classes et de la petite partie qui prélève la plus-value, qui en vit et qui exploite la classe laborieuse. Parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, au moment de la production des richesses, s'il faut aller au champ, s'il faut trimer, s'il faut se sacrifier, travailler 15 heures, 16 heures, il est bon pour la société, et au moment où il faut partager les dividendes, il n'est plus bon pour la société ou bien il n'est plus bon pour le pouvoir. Alors, en fait, en réalité, nous n'avons jamais vécu dans des démocraties. Et je pense qu'il y a très peu de sociétés vraiment, ou de pouvoirs vraiment démocratiques. Parce que ce qu'on observe, essayez d'imaginer un peu à tout ce que l'intelligence humaine ou politicienne produit au quotidien pour empêcher la volonté du peuple de s'exprimer. Je prends un cas banal. En Afrique, vous ne pouvez pas être candidat à des élections présidentielles, par exemple, si vous n'êtes pas capable de déposer une forte somme. Pareil aux États-Unis. Comme si l'argent était un élément de définition de votre légitimité. Alors qu'en tant que citoyen, dans une démocratie, Jean-Jacques Rousseau nous apprend que l'égalité signifie un citoyen égal à la somme. Mais donc, pourquoi est-ce qu'un individu qui n'a pas les moyens, qui n'a pas de l'argent, n'a pas la possibilité d'être candidat aux élections? Mais ça, c'est des questions qu'on a l'impression quand même dans l'histoire politique du monde, dans l'histoire des idées politiques, on le ressent, il y a eu des votes censitaires. L'humanité s'est posé la question régulièrement en proposant des choses qui ne sont peut-être pas efficaces, c'est ce que vous exprimez, mais en tout cas, il y a eu des tentatives. On s'est dit qu'il fallait un certain niveau peut-être d'études, un certain niveau financier. On s'est trompé. On s'est dit que les femmes n'avaient pas la capacité de se mêler de ce genre de problématiques. L'humanité aussi avance avec ses moyens et tente des choses. On a essayé le pouvoir monarchique. On a laissé la place maintenant à des gens qui ne sont pas issus de droit divin. Il n'y a pas d'évolution du pouvoir par héritage. Mais on se rend compte, c'est ce que vous nous dites un peu à travers vos propos, qu'il y a un échec patent. Oui, que ça reste un échec. Au nom de quoi est-ce qu'alors on va amasser 25 siècles d'erreurs, de tromperie entre guillemets, pour dire que c'est ça l'idéal? Voilà. Mais c'est pour ça que mais j'ai la question première que je vous posais tout à l'heure, à laquelle vous n'avez pas répondu. Je vous ai demandé, est-ce que les démocraties occidentales ne sont pas devenues juste des aristocraties, des plutocraties, ce type de système? Vous avez raison, ce sont on change de terme. Des groupocraties, finalement ils finissent par des escroqueries et des fourberies. Et les GAFA risquent d'être même l'exemple qui va tous leur démontrer les limites même de la démocratie. Parce que vous avez raison, plus l'individu a l'illusion de la liberté démocratique, il va prendre sur le net pour voter, plus il se croit libre. Mais les réalités lui prouvent tout à fait le contraire. Aujourd'hui, ce sont les Occidentaux eux-mêmes qui nous parlent de populisme, qui nous parlent de méfiance du libéralisme, qui sont sceptiques par rapport à l'Europe, parce qu'ils se rendent compte que plus les concentrations d'élites se font, que ce soit pour l'Europe, parce qu'il y a le maire de la Dordogne qui a dit j'ai plus de choses à partager avec le maire de Bavière, parce que nous avons des populations réelles qui vivent des problèmes similaires concernant l'environnement, que de nous confier notre destin
à l'Europe où les gens ne comprennent rien à ce qui se passe. Et c'est vrai, ce sont les grandes délégations. L'Europe a réussi à faire en sorte que les gens délèguent de plus en plus. Il a dit, 20 millions, vous ne les avez pas, vous déléguez votre voix à celui qui a 20 millions. Vous n'avez pas un doctorat, vous déléguez, Oui, vous déléguez. On l'a déjà dit dans une autre émission, il y a des problèmes physiques. Physiquement, on ne peut pas... Quand en Suisse, ils font des votations par canton, parce que physiquement, ils sont peut-être 5000 dans un hangar, mais là... On va pas prendre 60 millions, plus de 60 millions de Français, 20 millions d'Ivoiriens et leur poser une problématique. Je veux qu'on avance, s'il vous plaît, dans ce débat. C'est ça le problème. Alors, au nom de quoi? On peut au nom de que quoi l'horizon, c'est la on démocratie. peut alors identifier des indicateurs, alors que nous savons tous que nous sommes dans l'erreur, que nous sommes dans l'à peu près. Au nom de quoi alors est-ce qu'on peut déterminer des indicateurs pour pouvoir évaluer? On avait cru que c'était par la voie économique qu'on arriverait à cette démocratie. Là aussi, c'est un échec. Est-ce que, pour vous, Thomas Guessandby, ça va de pair, libéralisme économique et pseudo-démocratie auquel on assiste? Oui, c'est ce que je vous disais tantôt. Bien fait, on se donne des normes. Mais dans la pratique, ce sont des énormités. Si je saisis bien votre question, libéralisme politique, libéralisme économique, est-ce qu'il y a un lien? Il y a forcément un lien, ou j'allais dire, il y a forcément un facteur commun qu'on appelle l'homme. L'homme qui manipule, l'homme qui dirige, l'homme qui décide. Même là, vous allez créer même le libéralisme économique. Il y a ce qu'on appelait des normes. Tu vends de la banane, je vends de la banane. Pour que moi, ma banane passe, je dis, c'est avec une certaine norme que tu dois vendre la tienne. Et qui définit cette norme, c'est celui qui a toujours le pouvoir, c'est celui qui décide toujours. Donc c'est toujours l'intérêt de l'homme et en même temps l'identification dans le monde dans lequel nous vivons à la jungle, où le plus fort décide toujours et dicte sa loi. À la chute du mur de Berlin, beaucoup de pays qui étaient donc non alignés, eh bien, sont tous eu une aspiration pour le libéralisme. C'était la nouvelle mode, capitalisme, libéralisme économique et démocratie. C'est comme un package qu'on a vendu aux États. Oui. Et finalement, en premier, la Russie. Hein. Oui. Et finalement, on se rend compte que ça n'a pas pris. Oui. Ça n'a pas pris et c'est ça que je veux voir avec vous. Docteur Abelnon veut réagir. Oui, en fait, je vais un peu revenir à la dualité entre le libéralisme économique et le libéralisme politique. Et c'est là où je pense que Francis Fukuyama n'a pas complètement tort. C'est qu'au fond, ce à quoi on a assisté depuis la fin de la guerre froide, c'est vraiment à la fin du politique. Ou alors à la colonisation du politique par l'économique. Parce qu'en réalité, la fin de la guerre froide, contrairement à tout ce les historiens pourront dire plus tard, ou tout ce qui était envisageable par les analystes, n'a pas eu lieu sur le terrain politique. La politique n'a pas mis fin à la guerre froide, où l'échec de l'Union soviétique n'a pas été politique. Ça a été un échec économique. C'est parce que le modèle social et le modèle économique russe ou soviétique n'ont pas pu tenir que nous avons abouti au démantèlement de l'Union soviétique, etc. Mais donc, en réalité, à partir de ce moment-là, nous sommes rentrés dans l'ère de ce qu'on pourrait appeler de l'antipolitique. Aujourd'hui, il suffit de voir comment est-ce que nos chefs d'État sont choisis. Les chefs d'État ne sont pas choisis pour leur talent politique. Ce ne sont pas les hommes de partis politiques, ce ne sont pas des leaders politiques, ce ne sont pas des hommes charismatiques qu'on choisit, mais des technocrates. Parce qu'on a tous intégré l'idée que ce qui prime désormais, c'est l'économique. Donc, en réalité, aujourd'hui, nous sommes dans une superposition des valeurs où le libéralisme économique domine et conditionne le politique. Parce que au fond, le politique n'existe même plus. On fait semblant. Donc, en réalité, la démocratie dont nous parlons, ce qui crée les fondements ou les bases de sa vacuité, en réalité, c'est que la démocratie qui est pensée comme être un système sociopolitique est aujourd'hui gouvernée par des valeurs ou par une suprématie économique. Donc, en réalité, elle-même, elle perd ses repères. Et elle ne sait plus ce qu'elle est. Et ceux qui la pratiquent ou ceux qui tentent de la mettre en œuvre aussi ne savent plus ce qu'ils sont. Aujourd'hui, la rationalité politique la plus logique,
la plus pertinente, la plus structurée, doit s'incliner devant la rationalité économique. Vous ne pouvez pas prendre une décision en disant c'est la volonté du peuple. Non. Vous allez regarder si cette décision économiquement est rentable pour le pays. Et si cette décision économiquement correspond à des normes qui échappent à ce peuple, dont la volonté ou dont les rationalités sont là. Donc, en réalité, nous sommes gouvernés par l'ordre économique. Donc, devant l'ordre économique, la démocratie s'incline et elle prend des formes que lui impose l'environnement économique. Non, mais il y a l'exemple, encore une fois, de la Chine. Je veux dire qui vous dit qu'ils sont communistes, qu'ils ne sont pas démocrates, ils ne s'en cachent pas. La Chine, je ne l'ai jamais présentée en tant que telle. Pourtant, elle épouse ce modèle économique libéral, capitaliste. Et les Chinois s'en sort bien. revendiquent d'être une grande démocratie. Hein. Les Chinois, la Chine est une grande démocratie. Et ça commence par le village. Ça remonte au sommet. Maintenant, et c'est ça la ruse de certains acteurs, c'est de trouver d'autres éléments pour pouvoir discriminer les autres en disant oui, vous dites que vous êtes une grande démocratie, mais il n'y a pas les droits de l'homme. Non, mais alors attention, la démocratie, c'est pas lié aux droits de l'homme. Là, on parle juste du système de cooptation, de votation pour mettre quelqu'un au pouvoir. C'est que moi je voulais dire à ce niveau, effectivement, ça a déjà été écrit par Marx, ça a été repris aussi par le primat de l'économique sur le sociologique. Pendant longtemps, les gens s'en sont défendus, mais c'est avec la chute du mur et la perestroïka en Russie que définitivement tout ce qui devait être triste à vie pour le peuple le sont devenus. Parce que pour une fois, ça a été une consécration de l'économique sur la réflexion. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'apogée de ce système. Parce que comme il a si bien dit, tout président de la République réfléchit en 2 élections à la joie des bailleurs de fonds et des marchés boursiers. On ne lui demande rien d'autre que le pays soit crédible pour aller emprunter de l'argent, qu'il ait des PIB, qu'il ait des taux de croissance, quitte à ce que les impôts, l'augmentation des prix et autres ne permettent même pas à son peuple de manger plus d'une fois par jour. Voilà aujourd'hui ce qui se joue dans le concert libéralisme politique, libéralisme économique. Quand vous avez bien ingurgité les normes, comme il disait, quand vous venez, vous dites, oui, moi quand je vais venir, voilà le taux de croissance que je promets. Quand je vais venir, je ne vais pas toucher à la fiscalité. Quand je vais venir, c'est-à-dire que c'est vraiment un vadebecum. Quand vous l'avez bien appris, vous l'appliquez, que ce soit en Inde. Aujourd'hui, pourquoi la Chine fonctionne? La Chine fonctionne parce que tous les indicateurs économiques classiques sont pulvérisés par la Chine. Que vous le vouliez ou pas, droit de l'homme ou pas, démocratie ou pas, aujourd'hui, économiquement, personne ne peut se passer de la Chine. Et c'est parce que dans leur cosmogonie, ils sont en harmonie avec les autres. Sinon, je n'ose même pas imaginer la capacité financière de la Chine que la Chine a si les États-Unis les avaient sur le monde entier. Pratiquement, on serait tous des mendiants en train d'aller faire la queue à l'entrée. Mais c'est pour vous dire que c'est eux-mêmes qui ont créé ce paradigme. C'est vrai que l'économique a toujours, puisqu'on dit l'homme est mu par un instinct de survie. Donc tout ce qui est création de richesse, se nourrir d'abord avant de réfléchir, est un réflexe. Mais quand on réfléchit, on se dit, mais nous sommes nombreux. Si on se lance dans cette course-là, c'est ce que Rousseau appelait les hordes. Dans les hordes, il a quelque chose, je lui arrache. Non, on devient civilisé, on devient pacifié. On se dit, bon, entendons-nous pour produire ensemble, pour partager ensemble. Mais aujourd'hui, nous sommes revenus plus bas que l'animal. Parce qu'aujourd'hui, nous mettons l'économique en avant et celui qui en a dicte sa loi aux politiques, aux sociologiques, etc. Et aujourd'hui, c'est pour ça que quand on parle de démocratie, ça ne peut être qu'un leurre. Parce que c'est l'économie qui tient entièrement le social et la politique. Qu'est-ce qui vous dit qu'ils sont le peuple est plus heureux dans ce schéma-là, politiquement autoritaire et économiquement libéraux? Oui, mais je pense que s'il avait été ignoré hier, petit à petit, le peuple est en train de s'exprimer à travers les changements à la fois de leaders politiques et de dynamique politique auxquels on assiste, que ce soit en Espagne, que ce soit même en Europe. On a vite fait de dire que le mur de Berlin était tombé, le bonheur mondial allait arriver. Mais
À quoi assistons-nous en Europe, qui est le berceau de la démocratie? À quoi assistons-nous? D'une dynamique d'ouverture dans laquelle on prône les meilleures politiques économiques et sociales. Non, les citoyens européens sont en train de se rendre compte que c'est un club d'amis qui peut-être joue sur le prestige du pays, mais l'amélioration de la condition de vie de l'être humain, de son lendemain, pose problème au point que les nouvelles lois du président français ont du mal à passer, même en France, au point même que l'Union est en train de chercher à voler en éclats. Non, c'est parce que le peuple, à un moment donné, est en train de se rendre compte qu'on m'a floué, qu'on a joué avec moi, que celui qui lui tient un certain discours, à la différence de ce qui peut se passer en Afrique, où dès lors que quelqu'un a trahi, immédiatement la violence s'invite. En Europe, c'est quand même sur une certaine marge de temps que lorsqu'il y a un nouveau discours, on y adhère et on regarde. Et donc, c'est dans la dynamique de nouveau discours que M. Macron, du moins M. Donald Trump, par exemple, va se présenter pour dire en vérité, nous sommes sous la domination d'un groupe qui s'accapare une bonne part de la richesse de chez nous, mais qui ne profite pas à tout le monde. Moi, je viens pour que la richesse soit redistribuée de la meilleure des façons. On va pas le dire de la parfaite manière, mais moi, je viens pour redistribuer autrement. Et c'est là que mon raisonnement peut peut-être heurter le raisonnement de Dr Ablenon. C'est vrai que l'argent a déterminé un moment donné, mais aujourd'hui, détenir cet argent semble être une mauvaise image. Détenir ce capital-là... d'être fortuné avant de se présenter à des élections. Merci. Là où on pouvait se réjouir ou bien se targuer hier de sa richesse, ça pose aujourd'hui un problème vis-à-vis de la démocratie, qui est le pouvoir du peuple et l'enrichissement d'un groupuscule. Au point que celui qui dit, je prends la décision, du moins la défense d'un grand nombre de personnes contre ces élites, contre ces fortunés, il a beaucoup plus de chances de passer aujourd'hui. Mais est-ce que vraiment un chef d'État doit être pauvre? Parce que là aussi, ça le protège peut-être de la tentation et puis de la corruption. On vous dit qu'un homme qui est à faim n'est pas libre. Donc, non, ce qu'on demande à un chef d'État... on ne lui demande pas d'être misérable. Non, ce qu'on demande à un chef d'État, effectivement, ce n'est pas de se présenter dans des vêtements avachis, ce n'est pas de marcher, Certains ont tenté de faire ça en Afrique ici, ça a été risible. Moi, je n'ai plus besoin de cortège, moi, je veux respecter le feu. Le président normal, la France aussi a tenté, le président normal. Ce qu'on vous demande, par exemple, c'est les décisions que vous prenez qui impactent leur quotidien de tous les jours. Par exemple, le taux d'imposition. Par exemple, le prix des biens de grande consommation. Alors que, comme on le disait tout à l'heure, même les organisations humanitaires sont passées par là. Ce n'est pas tant le peuple qui décide, mais c'est l'intérêt entre une certaine puissance et le gouvernement qui est là, qui détermine les prix des denrées auxquels on doit avoir accès. Et c'est ça qui pose le véritable problème. Donc, de sorte que on reviendra toujours à votre conclusion, la démocratie n'existe pas, mais c'est par moment la dictée de celui qui est mieux placé, qui tient les leviers du pouvoir, qui a droit de décider. Oui, en fait, en relisant il n'y a pas très longtemps Jean-Jacques Rousseau, je me suis posé une question. Pourquoi est-ce qu'il oppose l'intérêt général à l'intérêt personnel ou individuel et qu'il ne parle pas plutôt d'intérêt commun ou d'intérêt populaire? Pourquoi général? Et ça m'a fait repenser à deux autres auteurs, Thomas Hobbes et puis un peu plus loin Platon, et je me dis au fond, qui nous a fait croire que l'État est là pour les individus ou pour le peuple? Est-ce qu'en réalité, nous n'avons pas toujours évolué avec un mythe de l'État qui n'a jamais été en réalité la vraie vocation de l'État? Parce que, au fond, c'est Platon qui disait que ce n'est pas à la cité de rendre l'individu heureux, que le rôle de la cité, que l'individu, au contraire, doit se mettre au service de la cité.
même si une vision aristotélicienne un peu répandue a essayé de nuancer cette perception, au fond, en réalité, nous sommes dans des configurations où j'ai l'impression qu'on a tendance à surestimer la responsabilité de l'État à l'égard du peuple. Et on est toujours en train de penser que le système politique devait permettre au développement, enfin, ou du moins, devait permettre aux populations ou au peuple dont on ne connaît pas non plus trop bien la volonté ou les caractéristiques. Mais, au fond, on a toujours l'impression que le régime démocratique, c'est un régime dans lequel l'État pense au peuple. L'État pense au peuple et je me demande si ça correspond à une définition qu'on connaît de l'État. Max Weber nous dit que l'État, ce qui différencie l'État des autres organisations, c'est qu'il garde le monopole de la violence physique légitime. Donc c'est ça la principale caractéristique de l'État. Et il ne dit pas autre chose que Thomas Hobbes qui nous dit que l'État c'est un monstre qu'on construit et à qui chacun remet son agressivité, donc qui permet non pas de pacifier la société, mais de faire peur parce que accumulant comment ça s'appelle, l'agressivité collective, il devient un monstre, donc il fait peur à tout le monde. Mais au fond, vous dites ça, mais pour vous donner la parole, mais dans toutes les constitutions écrites de manière différente, il y a écrit que voilà, que l'État participe et que chaque être humain est à la poursuite du bonheur. On n'a même pas le choix puisque l'État nous demande de lui remettre collectivement nos moyens par les impôts. Parce que quand disant spontanément, nous tous nous contribuons à l'État par nos champs, par l'éducation. Donc nous-mêmes, demander aux citoyens de participer à l'État, c'est naturel, c'est clair. Mais après, l'État nous dit, puisque avant, nous, on s'en remettait tous à Dieu. C'est Dieu qui devait faire notre bonheur. C'est Dieu qui devait faire notre éducation. C'est à lui qu'on remettait l'aumône et autres. Il devait tout faire pour nous. Après, les gens ont tué les dieux. Ils disent non, vos dieux n'existent pas, c'est nous l'État. C'est l'État. Voilà. C'est-à-dire que c'est eux qui nous ont demandé de leur confier parce qu'un des parle de constitution, de loi fondamentale et tout ça est écrit dedans. Le bonheur dernier des citoyens appartient. C'est pour ça qu'ils font l'école. Même la violence. Moi, je n'ai même pas le droit de me faire justice puisqu'il y a un État qui règle, qui a des lois, qui régule, qui a les policiers, qui a les gendarmes, qui a tout. Donc, c'est un trafic d'influence, en fait. Ils nous ont vendu des illusions. On leur a donné cette mission et on se rend compte à l'exercice, et vous avez parfaitement raison, qu'ils ne sont pas là pour ça. Parce qu'après, c'est un jeu de fonctionnaires et il n'y a aucune institution derrière. Sinon, l'État en tant qu'institution, ayant une constitution, ayant des règles, ayant ce monopole de la violence et autres, se doit en retour de nous protéger et de nous offrir le minimum décent pour notre vie. Vous voyez, la décence. On peut prendre des cas, on peut prendre des exemples concrets. Lorsque vous rentrez, enfin, vous prenez n'importe quel État. Aujourd'hui, vous avez des institutions de la République qu'on essaie, grâce à l'imagination africaine, de multiplier, même si elles ne servent à rien. Oui, mais on en multiplie tous les jours. Oui, oui. Mais demander à un État, de partager la moitié du budget d'une institution fictive avec des organisations de la société civile qui travaillent, qui ont un vrai impact sur la population. Mais aucun État n'est prêt à faire ça. Parfaitement. Et c'est là où Wade avait parlé de budget de fonctionnement par rapport à ce qui arrivait aux bénéficiaires. Et il avait parfaitement raison. C'est-à-dire que par un mécanisme, on capte tout le budget au sommet, mais l'action, par exemple, si on va aller très terre à terre, quand vous parlez d'insuffisance, d'insécurité alimentaire, des gens manquent de nourriture quelque part, pendant que dans le même pays, il y a des surproductions alimentaires quelque part. On ne prendra jamais les mêmes aliments qu'on consomme dans le même pays et donc on peut faire un transfert rapide à travers la route et booster l'économie de ce même pays. On ira chercher des charity business dehors qui vont venir avec de l'argent. Mais cet argent, ils viendront avec leurs fonctionnaires qui vont prendre ça sous forme de salaire. Ils viendront avec des spaghettis ou des pommes de terre qui sera une nouvelle manière de manger et dont ils vont rendre les gens esclaves alors que le maïs est là, le sorgho est là, le mil est là, le gari est là, le manioc est là. Donc, c'est pour vous dire comment est-ce que toujours l'État prendra les moyens. C'est-à-dire qu'après, c'est sous forme de prêts que nous allons payer. Donc, on prend nous tous notre argent sous forme d'impôts et on s'en va faire marcher l'économie des autres. Et l'État n'est pas là véritablement pour nous protéger. Et c'est d'ailleurs pourquoi, dans sa guerre avec les GAFA,
l'État finira par perdre. Parce que le peuple ne sera pas du côté de l'État, puisque simplement l'État n'a jamais rien fait pour le peuple. Donc l'État est vu aujourd'hui comme un prédateur qui est en train de se faire dépouiller. C'est tout. Et heureusement, les gens se disent, mais heureusement qu'aujourd'hui, il y a des choses au-dessus de l'État et que l'État va comprendre ce que ça fait d'être pillé au quotidien. Juste, je voudrais quand même qu'on parle des Poutine. On a fait beaucoup de théories, comment ça s'appelle, sur... Non, c'est pas toi, tu fais une fixation que ceux-là ne sont pas des démocrates. J'ai jamais dit ça. Mais... Je veux qu'on en parle. Bon, allons-y. Allons. Moi, ce qu'il y a, c'est que ce que vous décrivez, c'est vrai, mais je vois pas en quoi c'est faux pour eux. Thomas Guessambi, tu as donné l'exemple de Trump tout à l'heure. Il n'y a pas que lui. Trump nous dit qu'il va travailler pour son peuple. Mais ça, c'est, je veux dire, c'est la... Ils sont tous nationalistes. Voilà. Erdogan est nationaliste, Poutine est nationaliste, Xi Jinping est aussi nationaliste. Non, mais oui, mais je veux dire, même ceux qui ne sont pas nationalistes, je ne connais aucun candidat à une présidentielle qui n'ait pas dit vouloir travailler pour le peuple. Oui. Donc, qu'est-ce qui fait la différence? Parce qu'encore Trump, il vient d'arriver, mais il y en a qui sont déjà en exercice. Poutine, même s'il a changé de rôle en tant que Premier ministre et président, on a Erdogan aussi qui est là depuis longtemps. Et qui vient de rempiler. Voilà, est-ce que vous pensez que eux, ils ont vraiment travaillé pour leur peuple, contrairement aux autres politiciens? Non, si tu veux, on est parti donc du schéma providentiel. Après, on est tombé sur l'État. Et les plus gentils des animateurs, des acteurs de l'État, à un moment donné, on dit l'État providentiel n'existe plus. Donc, on a pensé que c'est Dieu qui allait faire. Ensuite, on a dit, bon, Dieu, comme tu es invisible, on va confier à nos semblables. Nos semblables ont géré juste un peu et après, ils ont dit, on n'est pas Dieu. Donc, vous-même, essayez de comprendre qu'on est dans une autre dynamique. Mais ici, on a affaire à qui? Comme le disait Badian, il dit, nous sommes dans un monde où les plus forts sont ceux qui savent dissimuler le mieux. Nous sommes dans un monde où certains mettent leur génie à nourrir leurs semblables de fausses promesses. Et c'est un ami journaliste malien qui me disait, il dit, est-ce que tu connais la meilleure nourriture du peuple? Ce n'est pas la redistribution de la richesse nationale, la nourriture dont le peuple raffole, tu sais c'est quoi? Je dis non. Il dit, ce sont les promesses. Les illusions. Oui. Voici la denrée que le peuple adore. C'est-à-dire d'année en année, le peuple se nourrit des promesses. Donc, quand on parle peut-être de Donald Trump, à la limite, ils ont compris ce qui intéresse le peuple. Ils se sont assis un moment pour voir, mais quel est le discours que je peux utiliser? Donc, on a eu des gens qui ont su adapter leur discours, mais en même temps, parmi les gens de la trempe de Trump, il y en a qui disent, OK, en plus du discours, il faut que je pose quand même des actes pour montrer quand même à bonne foi la différence des autres. Donc, ils sont tous des acteurs. Et c'est dans cette dynamique qu'on va. Sinon, l'intérêt, l'ego, le moi, l'intérêt personnel de l'individu compte toujours. Et c'est en cela que tous ceux qui ont chanté hier pour le bonheur du peuple, vous verrez qu'au soir de leur bilan, on se rend compte que c'est eux qui ont été les pires ennemis du peuple. Est-ce que la vraie différence, c'est pas finalement plus leur positionnement par rapport à l'Occident? Parce que comme ce sont des êtres humains comme tout le monde, sont tous des politiciens, ils viennent tous avec le même état d'esprit, les mêmes pensées, c'est-à-dire pour eux. Seulement qu'avant, l'Occident avait un pouvoir, celui de les diaboliser. Donc leur propre opinion publique et l'opinion publique internationale faisait front commun en disant voici le diable, il faut le détruire. Maintenant, ça paraît moins systématique, moins évident, parce qu'il y a eu des erreurs et il y a aussi leurs propres contradictions des pays occidentaux, qui eux, malgré toutes leurs promesses, n'en ont tenu aucune, et malgré qu'ils fassent bonne figure et qu'ils aient bonne presse. Est-ce que c'est pas là où vraiment les choses ont changé? L'opinion publique. Effectivement, les opinions publiques, ça joue. Parce qu'aujourd'hui, on va vers une situation où tous les rois sont nus, mais sauf que à la décharge des Xi Jinping, Erdogan et autres, eux, on ne les a jamais habillés. Parce que pendant longtemps, quand un occidental allait en Russie, en Europe de l'Ouest, il montrait que les magasins en France sont mieux achalandés, en Allemagne c'est rempli et autres. Mais sauf ce qu'on ne disait pas à ces citoyens, c'est que c'est rempli, mais tu n'as pas d'argent pour acheter. Donc eux, ils voyaient la privation, ils n'ont pas grand-chose dans les magasins, obligés de manger mais la même chose, ce n'est pas varié, ils ne s'habillent pas à l'américaine, à l'occidentale. Ils ont confondu et liberté, ils pensaient qu'on distribuait le bonheur à l'Ouest. Dès que le mur est tombé, ce sont les opinions
qui étaient aveuglés à l'Est qui ont commencé à se désenchanter. Et aujourd'hui, à la faveur de cette dernière Coupe du Monde, c'est l'opinion occidentale qui est en train aussi de se désenchanter parce que quand ils ont vu les stades en Union soviétique et autres, ils ont compris que ce qu'on appelait à l'époque des stars, des tsars, les tsars sont devenus les oligarques sont devenus les milliardaires russes sous Poutine. Ça veut dire que c'est toujours une question d'élite. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne sont pas capables de payer des chambres d'hôtel en Russie, parce qu'ils pensaient que c'était des endroits bana où il n'y a rien. Aujourd'hui, quand ils vont en Chine, ils se rendent compte que c'est la même hiérarchie. S'ils ont les moyens, ils ne vont pas toucher le sol, mais s'ils n'ont pas les moyens, ils vont manger dans les poubelles. Donc aujourd'hui, toutes les opinions publiques mondiales commencent à partager le désenchantement. Pendant longtemps, Cuba et autres ont fonctionné comme des zones de protection des opinions. Les opinions publiques occidentales disaient on est quand même mieux, on peut manger ce qu'on veut pourvu qu'on ait de l'argent. Et aujourd'hui, on a compris que dans le monde entier, il y a deux grandes classes, extrême richesse et extrême pauvreté. Et aujourd'hui, je pense que les 197 pays de ce qu'on appelle pompeusement l'ONU, en tout cas, comme disait tout à l'heure le politologue, à condition d'ouvrir honnêtement les yeux sur la réalité, je ne pense pas qu'un pays échappe à cette réalité. Et je dirais que c'est honteux, c'est un paradoxe. Parce que, comme le disait Thomas, en même temps qu'on dit que l'état providentiel est fini, on ne nous dit pas ce qu'on a fait de la collecte de nos impôts de ce temps jusqu'à aujourd'hui, et même ces impôts augmentent. Vous continuez de nous dire que vous ne pouvez rien faire pour nous, mais vous ne nous rendez pas au moins sur nos salaires et nos revenus et autres ce que nous avons cotisé. Déjà, ce que nous avons cotisé, vous n'avez pas fait les comptes pour qu'on voit que ça a été bien utilisé, mais que vous êtes en dépassement. Vous continuez d'augmenter les prix, vous continuez d'augmenter les impôts, et pourtant vous dites que vous ne pouvez plus continuer de faire notre bonheur. C'est un véritable paradoxe. Dernier mot de docteur. Oui, je suis d'accord avec le docteur Lille, surtout sur la fin. Et je pense aussi que face à la ruse de l'État, je pense que que ce soit les Africains, les Occidentaux, les Asiatiques, etc., nous sommes tous logés à la même enseigne. Parce que vraiment, il n'y a pas un groupe qui échappe. Mais en même temps, comment cela aurait pu être autrement si nous-mêmes, enfin, je pense qu'à un moment donné, nous avons peut-être, où nous manquons souvent de cohérence, parce que comment voulons-nous être dans un système qui est dominé par ce qui nous divise le plus? C'est-à-dire, nous sommes dans des démocraties, nous sommes dans des systèmes politiques où ce qui est le facteur même qui structure nos relations et qui nous divise le plus est devenu le roi du système, c'est-à-dire l'argent. Parce qu'aujourd'hui, chacun se détermine ou est positionné dans la société en fonction de ce qu'il a et non plus de ce qu'il est ou de ce qu'il peut, heureusement d'ailleurs. Donc maintenant, comment est-ce que la démocratie peut prospérer dans un tel contexte? Est-ce qu'aujourd'hui, le défi que nous lance, ou du moins que nous sommes en train de pointer du doigt, n'est pas un sérieux défi même pour l'État lui-même? Ce sont les mots de la fin. Okay, un mot pour dire qu'il a parfaitement raison, parce qu'on a dit que là où il y a l'homme, il y a l'hommerie. Et que voulez-vous attendre de l'homme? L'hommerie qui n'est pas loin de la connerie. Ça veut dire que dès que vous le mettez au pouvoir, il retrouve sa vraie dimension d'être humain, à savoir abuser des autres. Merci, docteur Lee. Ailleurs dans le monde. Ailleurs dans le monde, le magazine hebdomadaire de Radio Côte d'Ivoire pour décrypter, analyser et débattre des grands sujets sur l'actualité internationale avec des spécialistes. Ailleurs dans le monde, la tribune pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Ailleurs dans le monde, tous les dimanches de 9h05 à 10h sur Radio Côte d'Ivoire. Présentation Fatim Djedje.